un petit peu trop timide. Voilà, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un grand plaisir, au nom de l'Institut national genevois et plus particulièrement du comité de la section Beaux-Arts, Musique et Lettres, d'accueillir aujourd'hui Monsieur Aviel Kahn, que vous avez déjà pu connaître à travers la presse genevoise, puisque vous savez qu'il a été nommé récemment directeur général du Grand Théâtre, après avoir notamment dirigé l'opéra de Berne, l'orchestre de chambre de Zurich et depuis 10 ans l'opéra de Flandre à Anvers et à Gand. Et donc c'est un plaisir aujourd'hui de l'accueillir dans le cadre des acteurs de la vie culturelle genevoise. Vous savez que c'est un cycle que l'on a mis en place depuis plusieurs années pour faire connaissance des nouveaux visages, des nouveaux acteurs de la vie culturelle genevoise. Donc sans plus attendre, je crois que c'est même mieux sans micro, sans plus attendre, je vous cède la parole et vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Donc j'espère qu'on m'en entend bien. J'ai dit je peux bien parler dans une salle comme ça sans microphone parce que j'ai étudié le chant, donc la voix est bien soutenue, mais pour l'enregistrement de cette soirée, donc je dois faire avec microphone pour vous. Merci pour l'invitation de venir ici. Ça me donne aussi l'occasion de visiter le Théâtre des Salons que je n'ai pas encore visité, donc c'est double chance pour moi, et c'est en effet très, très charmant, maintenant que je le vois. Et voilà, je voulais vous parler ce soir un petit peu de moi, un petit peu surtout de la saison du Grand Théâtre, que d'un côté n'est pas plus une nouveauté, parce qu'elle est publiée, elle est annoncée, mais peut-être on peut approfondir l'un ou l'autre chose, et surtout les raisons de certains choix, et de la vision pour le futur pour cette institution que je mènerai à partir de septembre. Moi, je viens d'une famille où la musique, le théâtre, surtout aussi l'opéra, était bien présente depuis mon enfance, depuis les âges que j'étais très jeune. Et j'ai commencé à vivre l'opéra, à aimer l'opéra comme enfant vraiment de 3-4 ans, parce que c'était présent. C'est pas évident parce que j'ai quelques frères et moi je suis resté le seul qui vraiment s'est appassionné de ça depuis l'âge de très petit. Donc ça veut dire aussi à la fin, les arts et le goût pour les arts, c'est aussi un choix personnel. C'est pas que tout le monde peut aimer ou doit aimer l'opéra, mais tout le monde pourrait en théorie l'aimer s'il a l'accès de la connaître. Moi, en effet, j'ai commencé très tôt et ça m'a appris une chose que je trouve c'est très sain, c'est je mets l'opéra ou surtout les arts vivants, je ne les mets pas sur un piédestal pour faire la prière d'avant ça, mais je le vois vraiment comme quelque chose de proche, naturel, essentiel, mais aussi pas quelque chose de sacré, mais quelque chose de réel, et quelque chose qu'il faut vivre avec aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense c'est comme quelque chose que je peux aussi challenger et que je peux questionner. Parce que c'est ce qu'on fait aussi dans la vie avec les choses qu'on connaît bien, avec la famille, avec les amis, avec les choses qu'on fait. On ne les prend pas comme quelque chose de sacré, on le laisse là et on ne peut pas toucher. Non, il faut le prendre comme une espèce vivante qui se développe. Et une chose que j'ai compris dans les années de carrière que j'ai sur mes épaules, surtout aussi les dernières années où je suis aussi vice-président aujourd'hui de l'organisation qui s'appelle Opéra Europa. C'est l'organisation toit, si vous voulez, de toutes les maisons d'opéra de l'Europe. Et on a aussi des membres de l'Asie et de l'Amérique.
Et étant vice-président de cette organisation, je me rends bien compte des problèmes, des défis que ces formes d'art traditionnelles ont. Et vous voyez, quelques-uns parlent d'une crise des formes d'art classiques et on n'a plus le public. D'un côté, c'est vrai, d'autre côté, ce n'est pas du tout vrai. On a peut-être une crise, en effet, un problème plus grand d'arriver à un public très large et très divers pour les formes d'art classique ici, chez nous, ou dans l'Ouest, ou ces formes d'art dans les pays de, disons, notre culture traditionnelle. Mais si on voit tout le monde entier, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes que jamais qui ont accès à l'opéra, qui consument, si vous voulez, l'opéra, qui voient l'opéra, qui l'écoutent l'opéra, parce qu'aujourd'hui, on a l'opéra en Australie, en Japon, en Vietnam, en Amérique du Sud, partout. Ça, c'était certainement pas le cas dans les grands moments de l'opéra, si on veut, pour nous, le 19e siècle, où l'opéra était la forme d'art par excellence de la société. Donc, d'un côté, ici, c'est devenu plus difficile de remplir les salles pour beaucoup des maisons, pour trouver un public jeune. Et c'est pour ça qu'on, quelquefois, a l'impression que voilà, ces formes d'art, ils sont un petit peu loin de la société. De l'autre côté, il faut aussi reconnaître que ces formes d'art sont beaucoup plus diffusées pour les moyens modernes qu'on a de consommer l'opéra, de voir une opéra sur Internet. Beaucoup des maisons font le streaming à l'Internet de leur production et tout le monde entier peut les voir. Ça, ce n'était pas le cas dans le passé. Mais quand même, la question est pertinente ici, chez nous, en Europe, partout. Comment on peut arriver à mettre ces bâtiments, comme le Grand Théâtre, au sein de la société pour qu'elles existent. Et je me souviens, les années 80, c'était impossible de trouver un billet pour le Grand Théâtre, parce que c'était tout vendu tout le temps. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas parce que la société a changé, parce que notre monde a changé, le fonctionnement de notre monde a changé, le goût de notre public a changé. Le public aujourd'hui a un choix beaucoup plus divers, quoi s'orienter, qu'est-ce qu'ils veulent voir. Ils ont même EasyJet à la porte. Ils peuvent aller voir l'opéra à Vienne ou à Milan ou à Paris ou je ne sais pas où avec le TGV. Donc on est beaucoup plus mobile, on est beaucoup moins peut-être même fidèle à l'institution locale. Donc le monde a changé et l'opéra et les formes d'art doivent aller avec ces développements. Si on les ignore, on va se faire superflu. C'est comme ça. Peut-être on va consommer ça, on va écouter ça sur les enregistrements, mais on ne va pas dépenser tellement d'argent parce que l'opéra, c'est une forme d'art chère, essentiellement chère parce que ça a besoin de beaucoup de monde pour la créer. Mais donc, il faut justifier l'importance. Il faut arriver à toucher les gens d'aujourd'hui et les gens de demain avec cette forme d'art. Et alors c'est avec cet amour profond que j'ai pour l'opéra et mes collègues, beaucoup de mes collègues qui gèrent les grandes institutions lyriques du continent, qu'il faut voir comment la communiquer, comment la vivre pour le demain. Et ça, c'était la démarche de ma nouvelle vision pour le Grand Théâtre. Ça commence d'être une maison ouverte, accessible au sein de la société. Et là, c'est un autre grand défi. C'est très, très beau d'avoir un bijou comme le Grand Théâtre, comme instrument, comme lieu, mais c'est un bâtiment qui est construit pour un public et un goût de public d'il y a 200, 300 ans. Les théâtres ici, qui sont faits comme ici, ce sont des théâtres pour la tradition qui commence au XVIIe, XVIIIe siècle. Si aujourd'hui,
on construit des théâtres, on fait tout autre chose. Et donc, comment un bâtiment qui peut faire peur à des gens qui ne le connaissent pas, qui peut sembler inaccessible, on ne se sent pas à l'aise parce qu'on ne connaît pas, comment vitaliser, comment dynamiser cette maison? Ça, c'était une des grandes questions, des grandes importances que, à la fin, tous les Genevois et les visiteurs de cette ville et cette région se sont bienvenus, se sont inclus dans cette maison. Donc, ça a besoin de beaucoup de différentes activités. Ça a besoin de rendre que le Grand Théâtre soit ne pas seulement un lieu où on va, si on veut voir le spectacle X, Y, mais que ce soit une destination, ce soit un lieu où on peut venir même s'il n'y a pas de spectacle. S'il y a des conférences, des activités qui sont même peut-être liées à un spectacle, mais qui ne nécessitent pas qu'on visite le grand spectacle, si jamais, pour prendre un petit peu le goût. Et pour ça, on a créé le troisième volet du Grand Théâtre qui s'appelle La Plage. Je vais parler à la fin de La Plage. Mais donc, il y a une recherche dans la programmation de donner une pertinence à ce que nous faisons pour aujourd'hui. Parce qu'il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier. Si les maisons d'opéra aujourd'hui font leur programmation, ça consiste de 80 jusqu'à 90% des œuvres du passé très loin, quelquefois. Mais vous voyez que dans le 19e siècle, si on prend ça comme la grande ère de l'opéra, c'était tout des créations contemporaines. Les gens allaient aux créations de Verdi, aux créations de Wagner, aux créations de Donizetti, on jouait tout le temps des nouvelles œuvres créées pour le moment. Et qu'aujourd'hui, 90% du répertoire joué dans le monde entier, c'est du muséal, en théorie. C'est refaire des choses toujours les mêmes. Donc, ça, pour moi, a aussi donné la motivation de vraiment chercher de faire une programmation qui vise vers l'aujourd'hui, aussi avec le choix des œuvres, les choix des créateurs, évidemment, et les choix des thèmes qu'on propose. Mais évidemment, tout commence aussi parce que la communication autour de tout ça est évidemment importante si je veux être une maison ouverte, dynamique, moderne, qui vise vers l'aujourd'hui et le demain. La communication, la corporate identity, tout comment nous sommes perçus par le public est importante. Donc on a dit il faut créer un nouveau logo qui donne expression à ça. Et pour ça, on a créé ce logo où déjà Grand Théâtre Genève est écrit d'une manière, disons, plus internationale. On n'a pas fait les accents, on a facilité. Et on a aussi choisi les petites lettres au lieu des capitales parce qu'en effet, pour donner un petit peu contrepoids à cette image que c'est lourd. L'opéra, c'est grand, c'est lourd, c'est la tradition. Donc, d'avoir quelque chose qui est léger, qui est très contemporain comme design et qui nous donne aussi la possibilité de jouer avec. Parce que si vous voyez, on a ces 3 points qui font un petit peu citation de la façade du Grand Théâtre. Si vous allez à la Place Neuve, vous regardez, vous avez ces 3 figures et le ronde, mais dans le même temps, c'est aussi le symbole d'un auditorium, d'un théâtre, le public, l'arène, les choses autour. Et puis, on a le point qui peut toujours changer de couleur selon le volet de spectacle qu'on fait. Rouge pour l'opéra, vert pour le ballet et bleu pour les activités de la plage. Et on peut aussi remplacer, une fois que le logo est introduit, et ce demi-cercle avec les 3 points est introduit à notre public, il faudrait peut-être même plus citer Grand Théâtre de Genève. On peut écrire opéra sans écrire Grand Théâtre de Genève et tout le monde saura que c'est
la communication du Grand Théâtre. Donc ça, c'est le nouveau logo qui vise pour moi, qui donne tout de suite une idée de légèreté, d'accessibilité et d'aujourd'hui. Puis, c'est aussi un goût personnel de travailler avec des artistes de l'art contemporain. Et je voulais que cette première saison aura un visuel dynamique et qui fait liaison de notre programmation avec Genève, avec la ville, avec la région. Et on a demandé au photographe Mathieu Gafsou. C'est un photographe très connu déjà, il est très jeune, mais dans la scène de photographie, de l'art photographique, il est très connu. Il a fait une exposition exceptionnelle au Rentre photographique de Arles. C'est une des événements, des rendez-vous pour la photo la plus importante en Europe. L'année dernière, c'était une des expositions les plus importantes de ces rencontres photographiques. Et c'était aussi bien pour moi de demander à un Lausannois, donc un roman, mais pas un Genevois, de faire toute une reportage sur Genève, de s'inspirer de cette ville en liaison avec notre thème de 16 ans, Oser l'espoir, et d'aller trouver l'espoir et ce que peut signifier avec nos œuvres et avec le thème, cette idée de l'espoir autour de Genève. Et moi, j'étais très, très content quand il est venu avec cette photo, avec le pont et ce qu'on pourrait appeler un petit peu la banlieue de cette ville. Donc, on a la rue du Rhône, on a la richesse de Genève, mais aussi la richesse, la beauté, et on a aussi une réalité qui existe ici, et pas que ici, mais dans le monde entier. Parce que si on vit aujourd'hui dans des temps où quelquefois l'espoir semble un petit peu loin, c'est plutôt le désespoir pour beaucoup de thèmes, soit de la politique, soit du quotidien, des faits divers, l'état de l'Europe, le Brexit, ce que vous voulez. Donc, quelquefois, il faut vraiment aller à la recherche de l'espoir. Mais c'est tout d'abord l'art qui peut donner l'espoir, l'expression artistique et l'émotion de l'opéra qui peut vraiment créer cet espoir et cette recherche, pas que de la beauté intellectuelle, de la beauté d'une solidarité, par exemple, qui manque dans le temps d'aujourd'hui beaucoup, que cet oser l'espoir devrait exprimer. Et aussi peut-être que notre petite Suisse et aussi Genève, dans cette petite Suisse, c'est comme un petit peu une île des heureux dans un continent quelquefois qui est confronté avec des grandes ruptures. Donc notre Genève, la richesse assez grande de notre pays, la beauté de la nature autour, tout ça, c'est aussi un petit peu l'espoir que nous, comme Genève, comme Grand Théâtre de Genève, peuvent exprimer dans le monde d'aujourd'hui. Donc, ça, c'était l'idée avec Mathieu Gafsou de cet reportage qu'il a fait. Heureusement, je peux vous annoncer déjà qu'on va faire une exposition des originaux au Parc des Bastions pour le début de la saison. Et aussi les affiches de Grand Théâtre. Donc, toute l'identité de la saison va être faite avec les images qu'il nous a créées. Ça contient donc tout ce que vous allez voir comme visuel du Grand Théâtre dans la prochaine saison. Et l'idée, c'est de chaque année, en effet, de faire un partenariat avec un autre artiste important. Ça peut être aussi international, ça ne peut pas nécessairement être quelqu'un de local, pour déjà aussi créer quelque chose que je trouve aussi très important pour l'opéra. C'est le pont avec les autres formes d'art. Parce qu'à la fin, l'opéra, c'est la forme d'art où toutes les autres formes d'art se rencontrent. On a le design, on a
la mode avec les costumes, on a les musiciens, on a le théâtre, on a le décor, on a le son, on a les vidéos aujourd'hui, on a tous les aspects, on a la danse, le mouvement. Donc on a tout ce qu'on trouve séparé dans des autres institutions culturelles se rencontre à l'opéra. Donc il ne faut pas se limiter à vouloir travailler qu'avec des spécialistes d'opéra. Non, il faut ouvrir l'opéra à accueillir les artistes, les grands artistes ou les jeunes artistes des autres formes d'art pour être en dialogue avec eux. Parce que ça va nous nourrir, ça va nous enrichir et ça crée des ponts pour des gens, par exemple, qui sont des amateurs de la photographie et qui connaissent très bien Matteo Gafsu, mais qui ne savent rien de Donizetti ou de Rossini, pour peut-être s'intéresser à aller découvrir ça. Donc ce sont pas que des expressions artistiques, mais ce sont aussi des formes de communication et de créer l'osmose de notre institution vers des amateurs d'autres formes d'art qui n'ont pas encore découvert l'opéra. Donc on va continuer ça et vous allez le trouver aussi dans la programmation avec le choix des créateurs des différents spectacles. Puis peut-être je commence à vous expliquer un petit peu la programmation donc dans les détails. Je vous fais un tour d'horizon des différentes productions. Et je pense la première production de la saison, qui va être Einstein on the Beach de Philip Glass, exprime déjà tout de suite toute cette vision que j'ai essayé de vous décrire dans les dernières 15 minutes. Ça veut dire, Einstein on the Beach de Philip Glass, ça touche beaucoup des différents points de ça. C'est une œuvre emblématique de l'opéra, de la musique contemporaine, si dit parce que c'était créé quand même dans les années 70. Donc c'est pas si contemporain que ça. Presque 50 ans. Donc un demi-siècle presque que c'était créé. Quand même, c'est une œuvre emblématique de la musique contemporaine, mais très accessible à un public varié. Moi, j'ai produit en Flandre 2 spectacles de Philip Glass. Je veux dire, je n'ai pas fait Einstein on the Beach, j'ai fait d'autres opéras de lui. Les salles étaient toujours pleines. J'aurais pu faire encore des soirées que je n'avais pas pu parce que j'ai plus eu les artistes. Et avec un public très divers, les amateurs d'opéra qui venaient parce qu'ils ont leur abonnement et qui s'intéressent à ce que l'opéra fait, mais beaucoup de gens qui connaissent Philip Glass plutôt de la musique de film, qui connaissent Philip Glass de la musique même des discothèques. C'était le début d'un mouvement de musique qui n'est pas limité à la musique classique, que Philip Glass est une espèce de symbole. Et je pense qu'il était déjà venu à Genève, donc on le connaît bien aussi dans cette ville. Einstein on the Beach, ça nous fait le pont vers la tradition de science dans cette ville et ça nous a donné la possibilité de collaborer avec le CERN, notamment. Einstein on the Beach, c'est de la musique qui exige des musiciens très spéciaux, qui nous a donné l'idée de faire ce projet avec les jeunes musiciens de l'Haute École de musique. Donc tous les chanteurs et l'ensemble, les instrumentalistes viennent de l'Haute École de musique et le chef d'orchestre qui va diriger cette œuvre a déjà travaillé pendant toute cette année, toute cette saison. Il a fait des workshops tout le temps pour préparer les musiciens, les jeunes musiciens, pour devenir un vrai ensemble de musique Philip Glass. Parce que la musique de Philip Glass, ce n'est pas nécessairement quelque chose pour un orchestre symphonique de tradition classique. Évidemment, l'OSR pourrait le jouer, mais c'est une musique très compliquée et c'est beaucoup mieux d'avoir une espèce de groupe des appassionnés qui se forment pour faire ça comme une session de jazz, presque. Donc on a formé cet ensemble et puis on va collaborer pour cette production aussi avec le Festival La Bâtie. Je pense que c'est la première fois que le Grand Théâtre travaille avec eux. Et puis, comme metteur en scène, on a pu convaincre Daniele Finzi-Pasca, qui tout le monde aujourd'hui en Suisse connaît parce qu'il est le créateur de Fête Vigneron cette année, mais c'est aussi un metteur en scène d'opéra, c'est un metteur en scène qui fait du Cirque du Soleil,
C'est quelqu'un qui vient, comme je viens de dire, d'une discipline d'art différente que nécessairement l'opéra. Et donc tous ces éléments, le Nouveau Cirque, les jeunes musiciens, le Festival Abati, le CERN, l'opéra contemporain, très accessible, se rencontrent avec cette première production et j'espère vraiment que ça donne un signal de quelque chose de très particulier. Ça a aussi fait toujours événement, Einstein on the Beach, c'était donné toujours avec des tournées de la production de Robert Wilson, qui était la production avec qui c'était créé. Et chaque fois, voilà, c'est une espèce d'événement plus large que la programmation normale d'une maison d'opéra ou d'une maison de concert. Et c'est une création suisse. C'était créé en 70, je ne me souviens plus, 3. Et jusqu'à aujourd'hui, ce n'était jamais donné dans notre pays. Donc aussi ça, c'est un événement particulier. On bougerait après ça, peut-être de parler un moment du ballet, parce que on a cherché de faire un pan. Ah, je sais pas, on a une vidéo peut-être de quelque chose de Daniele Finzi-Pasca, je me souviens plus. C'est une impression des éléments scéniques que Finzi-Pasca va utiliser pour Einstein on the Beach. Ce sont des technologies très modernes avec beaucoup de vidéos, des miroirs, des sources de lumière de jamais vues à l'opéra. Et ça va, voilà, je pense que ça va faire, j'ai dit idéalement, il va créer une théorie de relativité théâtrale pour nous. Avec Philippe Cohen, qui est le directeur du ballet du Grand Théâtre, on a voulu renforcer les liens entre le ballet et l'opéra chez nous. Et donc, on va faire une grande production ensemble de opéra et de danse pour la fin de l'année, mais aussi que les ballets et l'opéra, du point de vue contenu, forment une saison, une unité de programmation dans la saison. Donc, pour le premier spectacle de danse, le ballet va reprendre l'idée de la musique minimale. La musique de Philip Glass, ça s'appelle le minimal music. Et Philip Glass, il n'est pas le seul dans la musique contemporaine qui représente ça. Il y a un autre très grand nom qui est emblématique pour la musique minimale, c'est Arvo Pärt, que probablement tout le monde connaît et qui est extra populaire, et aussi de nouveau la musique utilisée de Pärt sur beaucoup de films. Et alors on va faire un ballet avec 3 compositeurs minimales. Philip Glass, dont on va faire une chorégraphie sur le concert de violon, Arvo Pärt avec des différentes pièces de musique de Arvo Pärt, et le troisième c'est John Adams. Donc on a ces 3 grands compositeurs de la musique contemporaine minimale, aussi 2 Américains, un balte avec Arvo Pärt, et 3 chorégraphes différentes qui vont créer sur cette musique. Et cette fois, ça va tomber quand même sur l'orchestre de Suisse romande qui va jouer les pièces d'Arvo Pärt et de Philip Glass avec la violoniste très connue ici, Konunova, qui joue beaucoup à Verbier, qui fait beaucoup de concerts ici et qui se présente pour la première fois avec ce répertoire très particulier. Il faut savoir que quand même, le concert de violon de Philip Glass était créé avec Guidon Kremer, un des plus grands violonistes de notre temps. Donc c'est vraiment de la musique que les plus grands interprètes de la musique classique jouent. Mais je me réjouis que le ballet en novembre va faire écho à l'opéra. Donc, on peut faire les liens avec les thématiques et on peut faire aussi les liens sur les musiques, évidemment, entre le ballet et l'opéra. On a, je pense, parce qu'une des 3 créations dans le ballet, ça vient de Sidi Larbi Cherkaoui, un des stars de la danse contemporaine, qui a déjà créé le ballet sur la musique d'Arvo Pärt et qui va être
réinstallé sur la troupe de Genève, parce que la troupe de Genève, ils ne dansent pas sur les pointes, comme les ballerinas très classiques. Mais Tcherkaoui l'avait créé avec le ballet des Flandres, sur des danseurs classiques, et il va adapter ça sur mesure pour la troupe du Grand Théâtre. Mais là, vous allez voir un petit moment de la chorégraphie de Tcherkaoui avec le ballet des Flandres, donc danser sur pointe. Donc ça vous a aussi, s'il y a longtemps que vous n'avez plus entendu Arvo Pärt, ça vous a fait re-rencontrer cette musique qui est très spirituelle, très réflexif, presque une espèce de méditation. Donc, et ce ballet-là aussi de Tcherkaoui, je peux vraiment vous conseiller d'aller voir cette soirée, ça va être quelque chose qui fait rêver. Le ballet du Grand Théâtre va être aussi involvé dans la production de Les Indes galantes de Rameau. C'est une opéra-danse, opéra-ballet, créée pour la cour française baroque. C'est l'œuvre peut-être le plus important de Rameau. Et j'étais très surpris que c'était jamais donné à Genève. C'est une première pour le Grand Théâtre. C'est un chef-d'œuvre. Et c'est là où toute la compagnie de ballet va être avec les chanteurs, le chœur, les solistes. Donc ça va être toutes les forces que notre maison a se rencontrent pour créer ce spectacle de fin d'année, avec la Capella Mediterranea sous Leonardo Garcia Alarcón. Et j'ai un petit vidéo de Leonardo Garcia Alarcón qui vous explique la motivation et l'importance de cette pièce, Les Indes galantes. Et lui, il le fait beaucoup mieux que moi, je pourrais le faire. Donc, on laisse lui parler. Faire les Indes galantes aujourd'hui, pour moi, signifie aussi pouvoir partager une réflexion avec le public sur ce qui signifie la diversité. Je viens moi-même comme argentin d'un pays qui, même dans notre constitution, il est marqué que le pays est ouvert à tous les hommes du monde qui veulent l'habiter. Quand on vient en Europe, on se rend compte que cela n'est pas possible. Et quand même, c'était quelque chose qui a été inspiré de la France. Alors je pense que cet esprit de lumière dans le pays de Rousseau est absolument indispensable à rappeler aujourd'hui et à ouvrir ces débats. Est-ce que la peur de la diversité, elle va gagner ou pas dans le monde d'aujourd'hui? Et là, Les Indes galantes, si vous ne connaissez pas cette œuvre, c'est une œuvre qui raconte l'histoire des 4 pays, disons, exotiques pour les Français de l'époque. C'est une partie, je pense, en Turquie, une autre partie en Moyen-Orient, et en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Donc, les Indes, ce sont un petit peu les sauvages pour le temps de Rameau. Mais en effet, on rencontre toutes les nations diverses, 4 contes des nations diverses, et c'était évidemment aussi un petit peu l'inspiration des Nations Unies, et des Nations Unies plutôt exotiques qui se rencontrent ici à Genève, et que dans la vie quotidienne de cette ville sont très présents, et de faire écho et de rencontrer et de questionner et de revisiter ce monde parmi cette œuvre-là. Et la mise en scène de Lydia Steyer et du chorégraphe aussi argentinois Demis Volpi va évidemment vous confronter avec
d'une fois le monde d'Antiquité, le monde de baroque, et de l'autre côté avec notre monde d'aujourd'hui. Et voilà, c'est pour ça que Gafsou a fait cette photo de la salle des Nations Unies ici à Genève. Et on aura un troisième spectacle de danse dans cette saison avec notre troupe. C'est cette fois pour un jeune chorégraphe, Jérémy Tran, qui une promesse d'un grand talent pour le futur. Et mon collègue Philippe Cohen, le directeur du ballet, était toujours un talent hunter. Il a toujours trouvé les talents qui après ont fait grande carrière. En effet, le grand Sidi Larbi Chakawi, il a fait ici une chorégraphie il y a 20 ans, avant qu'il était tellement connu. Et alors on espère avec Jérémy Tran, qui est un jeune chorégraphe, avec sa pièce « Ce qui nous reste », va aussi faire début à une carrière très importante. Et puis on aura aussi une soirée invitée, un ballet invité, et qui continue à jouer aussi cette ligne avec la musique baroque, parce qu'on va avoir la grande Anne-Theresa de Kersmacher avec Rosas, sa troupe, c'est une aussi des chorégraphes étoiles de ce monde. Et sa dernière création, c'est sur les Brandenburgische Konzerte de Johann Sebastian Bach, qui vont être joués live avec un orchestre baroque, cette fois l'orchestre B-Rock de la Belgique. Et on va pouvoir accueillir ce spectacle qui a déjà fait le tour de moitié d'Europe sous acclamation énorme. Et on peut accueillir ça en février à la Force Motrice dans le cadre de notre programmation de danse. Ça, c'était la danse. Je retourne pour vous à l'opéra. Donc, on aura une production au octobre de Aida de Giuseppe Verdi. L'Aida, c'est... Voilà, ça n'a pas besoin de beaucoup d'introduction. Il y avait plus de 20 ans que c'était plus donné ici, donc c'est un petit peu le temps de la faire revenir. Et là, le point d'inspiration pour le proposer sur une saison sur l'espoir et sur Genève, c'est évidemment que la scène centrale de Aïda, c'est la marche de triomphe, le triomphe de Radamès qui retourne en Égypte avec ses prisonniers de guerre, dont le père de Aïda fait partie. Donc voilà, il y a la Convention de Genève où les prisonniers de guerre et le traitement humanitaire dans les conditions de guerre sont définis. Donc c'est un petit peu là le parrain de le choix d'Aïda, de la proposer avec la tradition humanitaire de la Convention de Genève de cette ville. C'est une production qui a été créée à Londres l'année dernière, une coproduction que nous avons fait avec Londres, qui va après être aussi jouée en Amérique, à Houston. Et c'est un metteur en scène, Felin McDermott, qui a créé ce spectacle à Londres. C'est quelqu'un qui est très connu dans le public du théâtre londonien, au West End. Il fait beaucoup de spectacles de théâtre. Il a créé des différents opéras aussi, à Londres notamment, mais aussi récemment au Metropolitan Opera de New York. Il avait fait la Così fan tutte de Mozart récemment. Il a aussi créé un spectacle de Philip Glass, l'opéra Akhenaton de Philip Glass, qui en effet traite une histoire du pharaon égyptien Akhenaton. Donc il y avait un petit peu une logique parce qu'il a fait Akhenaton, qu'il a revisité l'antique Égypte avec Aïda d'une façon un petit peu différente. Et j'ai un petit vidéo, si ça fonctionne, de Londres, une espèce de compilation dans une demi-minute de tout le spectacle d'Aïda qu'on va vous présenter. Donc,
Voilà, les impressions de notre Aïda. Évidemment, les images sont prises des spectacles de Londres de l'année passée. Après, en janvier, on va rencontrer un autre titre très bien connu qu'on va vous proposer avec une certaine relecture. Parce que quelquefois, comme j'ai dit, on a le même répertoire qu'on joue et rejoue et rejoue et rejoue, et c'est toujours la même chose. Il y a aussi certaines œuvres qui ont d'un côté une importance musicale très haut, et même un sujet qui propose qui est intéressant pour nous aujourd'hui, mais qui quelquefois ont des livrets ou des textes ou des détails qui presque sont plus présentables aujourd'hui. Alors si on vraiment se met à lire les livrets de certains opéras, c'est mieux de ne les pas lire et d'écouter que la musique. Maintenant, dans le cas de l'enlèvement en sérail de Wolfgang Amadeus Mozart, c'est un cas particulier parce qu'il y a beaucoup de textes parlés donc, qui ne sont pas liés à la musique. Et en effet, ces textes parlés de l'enlèvement en sérail sont à la fois très misogènes, même racistes, d'une manière primitive, d'une vue comme c'était normal peut-être à la fin du XVIIIe siècle vers les nations orientales, mais aujourd'hui on ne peut pas traiter certains personnages d'une certaine façon. Et je pense aussi que c'est une œuvre avec un propos des femmes capturées en Turquie dans un harem chez un monsieur. Il y a des Européennes qui invadent cette situation pour libérer les capturés. Donc ça ressemble beaucoup des thématiques qui aujourd'hui ont une certaine importance. Et on avait l'idée, pour rendre cette pertinence à cette œuvre qui n'aura pas nécessairement dans la façon telle qu'il est, de demander à une écrivain d'aujourd'hui, une femme, et dans ce cas une femme turque, qui était emprisonnée elle-même à Istanbul parce qu'elle a travaillé pour la cause des Kurdes, parce qu'elle a écrit des articles critiques dans les journaux, parce qu'elle était une vraie poétesse d'esprit libre dans un pays où c'était plus permis. Donc Asli Erdogan, qui est aujourd'hui exilé en Allemagne de sa patrie turque, qui a accepté de revisiter les textes parlés de l'enlèvement en sérail, ensemble avec le metteur en scène Luc Perceval, pour donner probablement un sens, et je n'ai pas encore lu tous les textes, ils sont toujours en train de travailler, un sens bien différent à cette situation d'emprisonnement. Et ce qu'avait dit aussi Luc Perceval, le metteur en scène, le sérail et l'Orient, c'est plus quelque chose qu'on peut viser avec son doigt vers une certaine région. L'Orient, c'est ici. Le monde est globalisé, les sociétés sont mixtes d'une manière qui n'ont rien à voir avec l'époque où cette œuvre a été créée. Donc le sérail, premièrement, nous sommes tous enfermés dans notre sérail propre, et de l'autre côté, l'Orient, ce n'est pas quelque chose qu'on peut viser avec le doigt. Donc, avec cette idée, Asli Erdogan et Luc Perceval vont revisiter ce livret. Et Asli Erdogan, le choix est aussi plus pertinent pour Genève parce qu'elle a une relation avec Genève. Et là, au début de sa carrière, elle était physicienne. Elle était rechercheuse au CERN. Et c'est à Genève où elle a découvert de vouloir être écrivaine. Et son premier roman, elle a écrit ici à Genève. Et après, une grande carrière de littérature a démarré. Toutes ses œuvres sont traduites chez Actes Sud, donc vous voulez certainement les trouver au FNAC où vous voulez. Donc il y a aussi... C'est pas vraiment un hasard le choix d'Asli Erdogan pour faire naître ce spectacle très particulier ici à Genève. Je suis très content d'avoir aussi un chef particulier avec Fabio Biondi. C'est un grand chef du mouvement baroque. C'était un des premiers en Italie d'avoir son ensemble baroque au début d'un mouvement qui aujourd'hui est partout. Et je trouve que c'est très intéressant, c'est la rencontre d'un grand chef
qui vient de la musique baroque, comme Fabio Biondi, avec l'orchestre de Suisse romande, a créé cette œuvre de Mozart avec un esprit vraiment du temps, comment on fait la musique en temps de Mozart. Et je suis très content que Fabio Biondi a accepté cette invitation. Aussi, et il est un esprit très ouvert. J'avais un petit peu peur que peut-être comme chef d'orchestre italien, il ne soit pas ouvert à cette opération avec Asli Erdogan, mais au contraire, il a dit, il partage absolument que cette œuvre, aussi cette musique, ils font la recréer aujourd'hui et on ne peut pas que garder le musée du passé comme musée. Donc il est vraiment aussi comme chef d'orchestre partenaire et quelquefois ils vont peut-être même chercher de la musique de Mozart qu'on peut ajouter à cette œuvre pour créer un espace d'ensemble avec les nouveaux textes et avec peut-être même une partition mozartienne entre les airs et les duets de l'enlèvement serein. Donc, je vous promets une soirée très particulière, inédite, en janvier avec l'enlèvement en sérail. Après ça, c'est un autre grand classique qui a manqué depuis très très longtemps à Genève, Les Huguenots de Meyerbeer. Ça m'a un petit peu étonné, je dois avouer, parce que je pensais dans une ville où le mur de la Réforme est à côté de son opéra, Les Huguenots, ça doit être un rendez-vous chaque 10 ou 15 ans, mais en effet, c'était plus joué depuis 1927, je pense. Donc presque un siècle qu'on n'a plus osé proposer à Genève Les Huguenots. Étrange, mais bien pour moi, parce que comme ça, je peux vous reproposer cette œuvre. Et on a la chance que le grand Marc Minkowski, un des meilleurs chefs français du moment et un spécialiste absolu pour cette musique, a accepté de venir à Genève, de revenir après beaucoup d'années d'absence au Grand Théâtre pour créer Les Huguenots pour nous, avec le metteur en scène suisse Yossi Wieler, qui est un grand spécialiste sur les œuvres historiques et aussi sur les œuvres qui sont liées à la religion. Et les Huguenots, évidemment, c'est les conflits religieux. Et si on prend un petit peu le conflit entre les catholiques et les protestants de cette époque-là, de la nuit Saint-Bartholomé, on peut quand même le comparer un petit peu avec les rencontres douloureuses entre les sunnites et les chiites dans le monde arabe, qui sont des guerres religieuses qui existent encore aujourd'hui. Donc ce n'est pas quelque chose du passé. Même en Angleterre, entre l'Irlande et l'Angleterre. Donc ce n'est pas nécessairement que les guerres de religion, c'est quelque chose, heureusement, entre les catholiques et les protestants ici, et en France, ça n'existe plus. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire qui n'existe plus dans le monde d'aujourd'hui. Mais Yossi Wieler, il va vraiment faire une production qui va être créée très pour Genève. Donc vous allez rencontrer l'histoire du protestantisme et des Huguenots et de Calvin et de notre cathédrale et tout ça dans cette production. Donc pour moi, c'était très important de créer une production d'Huguenots pour ici. Et j'espère, avec une très belle distribution des grands chanteurs de ce répertoire, on va donner honneur à cette œuvre après presque un siècle d'absence à Genève. Après ça, on va avoir, je vous ai dit, le contemporain est important et on va avoir une création mondiale qui ressonne beaucoup des thèmes qu'on a déjà évoqués, mais pas tellement comme dans cette œuvre. C'est la thématique des réfugiés. Évidemment, Genève, c'est la ville du commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'est aussi une ville de frontières. C'est une ville qui, pendant les guerres du passé, était un point de vouloir arriver pour se sauver. Et c'était un endroit, aussi avec les Huguenots. Les Huguenots, c'était des réfugiés des pays où ils étaient persécutés, les protestants. Donc, le thème de réfugiés dans cette ville est très présent aujourd'hui et dans l'histoire. Et donc, j'ai voulu créer
un opéra contemporain sur cette thématique. Et quoi de mieux que l'adaptation du film suisse, le seul film suisse qui a jamais fait l'Oscar à Hollywood, c'est un film qui traite exactement l'histoire d'une famille de réfugiés. C'est Voyage vers l'espoir de Xavier Koller, qui en 1991 a fait le seul Oscar que la Suisse a jamais gagné, avec un film qui raconte d'une manière très poétique et très calme aussi l'histoire d'une famille kurde qui décide de se transféré en Suisse, qui va être déçu par des trafiqueurs, des réfugiés, c'est un road movie qui finit malheureusement dans les montagnes en Suisse, où ils sont laissés, ils sont envoyés de trouver leur chemin seuls, et il y a une tempête de neige, et le fils de cette famille, c'est une mère et un père avec leur fils, et dans cette tempête de neige, ils se perdent dans les montagnes. Dans le film, c'est le Splügenpass, je pense, et le fils mourit parce qu'ils ne sont pas habillés de la bonne façon dans les bras de son père. Le père, de conséquence, est arrêté par la police suisse et il n'est pas que accusé d'être ici comme réfugié illégal, mais aussi d'avoir tué son fils. Donc, c'est raconté d'une manière très lyrique, c'est pas trop mélodramatique, mais on va adapter ça avec un autre metteur en scène de film. C'est un metteur en scène de film hongrois qui s'appelle Kornél Mundruczko, qui est metteur en scène de film, metteur en scène de théâtre. Il a déjà gagné le festival à Cannes et le festival de Locarno, mais il fait aussi des spectacles fantastiques de théâtre. Et lui va pas que faire la mise en scène, il a aussi adapté le film dans le livret de l'opéra. Donc il a écrit avec sa dramaturge le livret de l'opéra, et qui mieux qu'un metteur en scène de film qui fait aussi du théâtre a adapté le texte d'un film pour le rendre possible de le jouer sur scène. Et le compositeur allemand Christian Jost va écrire la musique. C'est un compositeur qui fait de la musique très émotionnelle et très aussi d'une certaine manière cinématographique. Et ça aide évidemment, si c'est l'adaptation d'un film, d'avoir peut-être une musique contemporaine qui quand même est une musique que souvent la musique contemporaine peut être très intellectuelle, mais ça va être une musique quand même émotionnelle parce que je pense que cette trame sur scène, ça doit toucher les gens qui le regardent. Et ça va nous permettre de créer une création contemporaine avec des thèmes bien connus, avec des metteurs en scène qui viennent de la discipline du cinéma eux-mêmes. Et j'espère de toucher un public aussi avec ça, très varié, jeune, différent, peut-être aussi des origines différentes. Parce que le public du Grand Théâtre, je le vois quelquefois un petit peu divers s'il y a les gens des ambassades qui viennent. Mais ici, on a une population très, très diverse dans cette ville. Et j'espère vraiment que aussi cette thématique à l'opéra va attirer un public des différentes origines de venir chez nous. Et on n'est pas encore sûr, mais on essayera même de faire un projet avec des réfugiés qui sont dans notre pays pour participer dans la production au niveau théâtral comme figurants, comme des personnes qui interagissent sur la production. Ça, pour notre création mondiale, qui va être dans le cadre du Festival Archipel, je trouve ça aussi très important. Si Genève a un festival important de musique contemporaine, que le Grand Théâtre soit présent avec nos productions chez eux. Après ça, vous allez retrouver un classique, la Cenerentola de Rossini, avec un metteur en scène, Laurent Pelli, qui je ne dois même pas introduire aux amateurs d'opéra. C'est vraiment un grand spécialiste des opéras comiques du 19e siècle. Et la Cenerentola de Rossini, évidemment, donne un petit peu aussi un plateau pour tout ce qui est de la Genève, des Rolex, des bijoux, de la beauté, du high life. Donc ça aussi c'est Genève. Et la Cenerentola, c'est le plaisir pur, c'est le bel canto. On a un ensemble des voix
qui vraiment sont des rossiniens spécialistes du Premier League. Donc, Anna Goriachova qui chante la Cenerentola, elle est tout le temps à Covent Garden ou au Festival de Rossini à Pesaro. Donc, on va avoir, je pense, vraiment une célébration de bel canto avec la Cenerentola en printemps. Pour arriver avec le dernier spectacle de la saison, avec un autre grand défi, et c'est le Saint-François d'Assise de Olivier Messiaen. C'est peut-être le chef d'œuvre de l'opéra de la deuxième partie du XXe siècle. C'était créé à Paris en 1983, au Palais Garnier, avec Seiji Ozawa qui dirigeait. Et c'est resté un des œuvres les plus importants, les plus gigantesques, les plus événements qui existent dans le répertoire lyrique d'aujourd'hui. C'était refait dans peu des endroits, et seulement chez les grands festivals, comme le Festival de Salzbourg, comme le Festival de la Ruhr Triennale. C'était fait à Munich, à Berlin, c'était fait à Paris une deuxième fois, 20 années après sa création, mais peu des productions. Et je pensais, là, évidemment, la figure de Saint François, c'est une figure d'espoir par excellence. C'est peut-être le premier vrai humaniste du temps plus moderne. C'est quelqu'un qui a incité des rues de pensée et d'humanité, aussi de rapport à la nature, que toujours aujourd'hui ont une importance énorme et qui ont mené à des figures comme Jean-Jacques Rousseau, représentant de cette ville. Et le Grand Théâtre est le seul théâtre lyrique en Suisse qui peut vraiment accueillir cette œuvre gigantesque. Il faut un orchestre de 120 musiciens. Il faudrait un chœur de 150 chanteurs. Donc c'est énorme comme force musicale. L'Opéra de Zurich est bien trop petit pour accueillir un spectacle comme ça, vraiment dans sa forme entière. Et j'ai pensé, si j'ai le grand théâtre renouvelé, le plus grand bâtiment de théâtre de ce pays, alors c'est là où il faut proposer Saint-François d'Assise pour la première fois en Suisse. Et ça, c'est aussi l'occasion pour renforcer la collaboration avec le chef principal, le directeur artistique de l'Orchestre des Suisses romandes, Jonathan Nott, qui est un spécialiste absolu pour ce type de musique. Il a enregistré avec son orchestre précédent à Bamberg, mais aussi avec les Berliner Philharmoniker, les répertoires contemporains, les répertoires de Ligeti. Et il était chef de l'ensemble intercontemporain à Paris. C'est un des orchestres les plus importants sur la musique de cette envergure. Et quand j'ai proposé à Jonathan Nott de commencer notre collaboration avec cette œuvre, il m'a presque s'est mis à genoux pour me remercier d'avoir cette possibilité. Et évidemment, c'est une œuvre tellement exigeante pour l'orchestre que s'il n'y a pas un chef principal qui vraiment a envie de faire ça et qui est vraiment à la connaissance de faire ça, on ne pourrait pas y arriver. Donc ça va être une soirée qui renforce vraiment la position aussi du chef principal de notre orchestre partenaire dans cette ville, au sein du Grand Théâtre, et dans le futur, dans les saisons à venir, il va souvent se produire avec les productions lyriques en Grand Théâtre. C'est quelque chose que, selon moi, a manqué dans cette ville, que les chefs de l'OSR n'étaient pas assez présents au Grand Théâtre. Et c'est peut-être depuis les temps d'Armin Jordan, pour qui de vous se souvient d'Armin Jordan, que c'était plus le cas, que le chef musical, le directeur artistique de l'OSR était vraiment présent au Grand Théâtre. Et là, on veut vraiment changer ça et retourner en temps de gloire de cette collaboration entre les deux avec Jonathan Nott, espérant de l'inaugurer avec cette œuvre. C'est une œuvre très spéciale parce que c'est presque aussi une expérience spirituelle. C'est 4 heures de musique qui reprend aussi le chant des oiseaux, qui reprennent des expériences, la confrontation de l'être humain avec le miracle, avec la transcendance, évidemment avec la foi,
mais aussi avec la nature. Et voilà, je pense qu'il va se mettre là-dedans, va faire une expérience à rencontre peut-être soi-même et l'univers pendant cette soirée. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire du théâtre de tradition normale, c'est quelque chose vraiment de très spécial. Et c'est pour ça que j'ai demandé à un artiste qui vient de l'art visuel, de l'art contemporain, qui est aussi assez bien connu à Genève pour les amateurs de l'art contemporain, parce qu'il y a une très grande pièce de lui dans la collection du MAMCO, qui était exposée des différentes fois chez nous. C'est Adel Abdesmès et c'est son œuvre Habibi. Ça, c'est une photo de l'expo au MAMCO quand c'était exposé la dernière fois. Voilà, c'est un memento mori très clair. Et Adel Abdesmès, c'est un artiste de l'art contemporain qui n'est pas qu'un sculpteur. C'est quelqu'un qui fait de sculpture, mais c'est aussi un peintre. C'est quelqu'un qui fait du vidéo et qui fait aussi de performance. Et qui traite aussi les sujets aussi de notre monde, les sujets soit politiques, ou soit, voilà, ça c'est Zidane dans les championnats de foot, le fameux foul qu'il avait fait dans la finale. Il a fait une statue de ça. Ce sont ces sculptures de Jésus qu'il avait fait à l'altar de Colmar, le fameux altar de Iseltheim. C'était une exposition très particulière de lui qu'on voit qu'il aussi traite la spiritualité, la religion. Et je trouvais aussi intéressant d'avoir un artiste qui vient d'origine de l'Afrique du Nord. Il est algérien, pas du tout de tradition chrétienne, qui va se confronter à ce sujet de Saint François, parce que c'est un sujet universel, ce n'est pas un sujet catholique, c'est un sujet qui devrait nous toucher en dehors d'une religion XY. Et donc je suis très content que ces grands artistes d'art visuel aient accepté de créer pour la première fois un spectacle théâtral. Évidemment, on va l'entourer avec des assistants et avec des gens de grande expérience à l'opéra pour créer une expérience unique avec Saint François d'Assise à la fin de la saison. Donc ça, il y a une pièce qui manque, c'est un spectacle invité qu'on coproduit avec un partenaire international, c'est avec le grand chef hongrois Ivan Fischer et son Budapest Festival Orchestre. C'est un des meilleurs orchestres du monde aujourd'hui et Ivan Fischer, c'est pour moi vraiment un des chefs les plus adorables, des musiciens les plus particuliers qui existent aujourd'hui. Il est presque chaque année à Verbier. Mais il ne vient jamais avec son orchestre à Verbier. Donc ça, c'est une chance de lui rencontrer. Et il va faire une installation scénique avec l'orchestre sur scène et l'action des chanteurs, on peut dire semi-scénique, mais en costume, va avoir lieu entre les musiciens d'orchestre. Ça va être une expérience aussi très spéciale qu'on peut accueillir pour 2 soirées. Au Grand Théâtre. Et pour vous faire connaître Ivan Fischer un petit peu mieux, j'ai un petit vidéo de lui qui fait voir toute son originalité comme musicien. Et il n'est pas que chef d'orchestre, il est aussi compositeur. Et il va, pour notre Orfeo, en effet, faire la composition nouveau du final perdu de l'Orphée de Monteverdi. Parce que Monteverdi a eu 2 finales pour son opéra. Et d'un des 2 finales, la musique était perdue et jamais retrouvée. Mais il y a le texte. Et c'est le final où Orphée, à la fin, est attaqué par les furies et déchiré dans 1000 pièces par les furies. Et cette finale, Ivan Fischer va réécrire. Pour être honnête, je n'ai aucune idée s'il va faire un pseudo-baroque ou s'il va mettre de la musique plutôt contemporaine pour les dernières 10 minutes de cet Orfeo. Mais là, pour vous faire connaître Ivan Fischer un petit peu mieux, j'ai une petite impression de lui avec une rencontre qu'il avait faite avec des jeunes musiciens à Verbier il y a quelques années. I want to
do something about this melody, the Happy Birthdays. Everybody sings it all over the world. Maybe it's the most well-known melody, and I think it's a very poor melody. It's not written well, because if it's so this happy, we get this, this is good chord, but first of all the accent is bad, because happy birthday to you. It's just this is already not good. Then again to you, and why does it go up? This nobody can even sing it. It's always out of tune, but it's no reason to go up. And then after this big climax coming down in this very poor way, and I mean, this is really bad. So let's try to keep the harmonies. I mean, if we keep this, I would even not only do this, but maybe start with happy birthday to you, happy birthday to you, and then it's already to you, and then you give something to the people, because happy birthday to you. But if you start happy birthday to you, happy birthday to you, and now what shall we do now? Instead of da-ra-ri-ra-ra, if we simply stay a little lower so everybody can sing better, so happy birthday to, keeping the melody, you, happy birthday to you, or even to you, whatever you like, but then we can basically have, so for happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. It would be so much more singable, and the melody is better, it makes better turns, it gets more you and not to you, so everything would be better. Voilà. On va voir si ça va jamais faire histoire, le nouveau Happy Birthday de Ivan Fischer. En tout cas, un personnage super originel et esprit créateur. Et on va faire un cycle avec lui sur 4 années, où chaque année, il va présenter une œuvre de répertoire lyrique qui revisite les temps d'Antiquité, les Romains et les Grecs. Et on commence avec la première œuvre, l'Orphée, la première œuvre de l'histoire de l'opéra, pour puis bouger à des autres compositeurs dans les années à venir. Donc voilà, ça c'est la programmation des grandes œuvres de cette saison. On aura évidemment encore aussi la programmation des récitals, des concerts de lied qui ont une tradition, qui ont perdu un petit peu le public des dernières années. Et j'espère qu'on peut renforcer, j'espère de pouvoir motiver, parce que je pense qu'on a un public, parce que je pense qu'on a pour cette saison-là vraiment des voix du moment qui viennent à vous chanter. Souvent des cycles de récital dans beaucoup de maisons lyriques, ce sont des vedettes d'autrefois qui viennent à se représenter parce qu'ils font encore un petit peu de lead, mais sur la scène d'opéra, ils ne peuvent plus faire les grandes choses. On a vraiment essayé de vous faire une saison des récitals avec surtout les voix du moment. Donc on a la Nadine Sierra, c'est le soprano, la madame là au milieu avec le grand souris en rouge, qui est voilà, une des stars à l'Opéra de Paris aujourd'hui, du répertoire du colorature. On a Stéphane Degout, le baryton lyrique du moment d'aujourd'hui. On a Florian Appel, Benjamin Appel, c'est un des jeunes grands voix pour le lead allemand qui va nous présenter une Winterreise en novembre. On a Marianne Krebassa qui est voilà, la mezzo-soprano aujourd'hui, une énergie musicale incroyable, qui va faire un récital avec Fazil Say, le pianiste turc très connu, et ça on va mettre dans le temps de l'enlèvement Serail, qui va évidemment se confronter à cette œuvre de Mozart. Et aussi Fazil Say, il est aussi un petit peu compositeur, il va faire quelques
pièce de lui. Et puis on a 2 voix qui sont un petit peu plus déjà arrivées vers la deuxième partie de leur carrière, disons. Nathalie Dessay, qui va revenir, elle chante aujourd'hui plus d'opéra, mais elle fait encore quelques soirées de lied et elle va revenir à Genève. C'est une occasion d'encore la rencontrer. Et Ian Bostridge, c'est peut-être le chanteur du lied par excellence, qui va revenir à Genève après beaucoup d'années d'absence. Et on a un concert de Nouvel An avec notre jeune étoile suisse, Regula Müllemann, qui dans les saisons passées a souvent chanté au Grand Théâtre et qui va vous accompagner, si vous voulez, le 31 décembre dans la nouvelle année au Grand Théâtre avec une soirée de gala. Cette fois, ce serait avec orchestre. Et puis, il me manque encore de vous parler pour quelques mots de la plage. La plage, c'est, comme je dis, le 3e volet. Et la plage, ça donnera l'occasion de se rencontrer au Grand Théâtre, de rencontrer le Grand Théâtre en dehors des murs de notre bâtiment, de faire des soirées, des spectacles, des choses gratuites, de faire des événements spéciaux pour les jeunes, qui va aussi être là où on présente les spectacles jeunes publics, qu'on va appeler Grand Théâtre Jeunesse. On aura 3 spectacles cette année, 2 pour le grand public et un spectacle qu'on va créer avec les écoles, chez les écoles. On va faire une Aïda dans les écoles avec les élèves d'une école qui vont créer leur spectacle d'Aïda. Puis on va faire une Cenerentolina dans le foyer. On va faire une Cenerentola pour les tout petits qui peuvent être assis par terre ou sur des coussins autour des chanteurs au milieu de l'action. Ça va se faire en décembre dans le foyer du Grand Théâtre. Et puis, on va faire un spectacle plutôt pour jeunes publics, adolescents, qui s'appelle Electric Dream. Et ça va être un spectacle, une opéra, une création de spectacle pour public jeune qui traite la thématique du monde virtuel d'aujourd'hui et de la confrontation et de la vie qu'on a aujourd'hui avec tous les espèces virtuelles, les réalités virtuelles. Ça, ce sont les spectacles pour le jeune public. On aura aussi un spectacle qui est en dehors du Grand Théâtre. C'est un autre opéra de chambre de Philip Glass qui va faire aussi écho à Einstein on the Beach, c'est son opéra Penal Colony, et dans ce cas, c'est un opéra que Philip Glass a écrit très récemment. C'est une pièce du XXIe siècle de Philip Glass pour un quatuor de cordes et 2 chanteurs. Et on va mettre ça dans le Lignan. On va jouer ça avec aussi le Festival La Bâtie. Le spectacle de Electric Dream, ça va être dans le théâtre Amstramgram. Donc vous voyez que le Grand Théâtre va vraiment sortir dans des autres théâtres qui ne sont aussi pas nécessairement dans le coin de la Place Neuve. Si on vient ici, on est presque chez nous. Si on va en Amstramgram, si on va au Lignan, c'est vraiment rencontrer le Grand Théâtre où il est inattendu. Et dans l'esprit, ce que vous avez dit au début, c'est très important, je trouve, de rencontrer cette institution partout dans la ville. On va la rencontrer aussi pour la fête de la musique au bord du lac, parce qu'on va enregistrer notre Aïda en octobre, et pour la fête de la musique en juin, on va faire une transmission sur grand écran au Parc des Eaux Vives, où tout le monde peut gratuit, avec le pique-nique ou quoi qu'ils veulent, avec un barbecue, assister à cet événement Aïda, en espérant pour le bon temps cette soirée-là. Mais on appelle ça Aïda sous les étoiles, donc espérant que le moment où le Nil, où Aïda se retrouve avec Radames au Nil, que là on va transmettre le lac Léman au Nil. Et on va faire des fêtes late nights au Grand Théâtre pour vraiment donner l'occasion à des jeunes d'entrer et de balader dans notre théâtre. Tout ça en collaboration avec des partenaires dans la ville. On va aussi avoir des conférences, on va avoir ce qu'on appelle les duels. C'est toujours 2 grands penseurs qui vont se dueller sur une thématique qui on retrouve dans la saison du Grand Théâtre.
Et là, on va avoir les grands thèmes substantiels de cette saison. Le premier, ça va être la science peut-elle sauver le monde? Le deuxième va être la politique peut-elle sauver le monde? Le troisième va être la religion. Et le quatrième va être l'art peut-elle sauver le monde? On va avoir 2 personnages qui vont se combattre sur le podium du Grand Théâtre autour de ces thématiques. On va avoir les apéropéras. Ce sont des petites formes de concerts à 7 heures du soir au bar du Grand Théâtre ou avec un verre de n'importe quoi, en espérant d'avoir une nouvelle gastronomie, un nouvel concept gastronomique en Grand Théâtre qui va permettre vraiment de venir chez nous et de ne pas avoir toujours le même ramequin, mais de pouvoir vraiment avoir profité d'une gastronomie quelquefois même adaptée à la programmation dans le choix gastronomique. Donc les apéropéras, ça va vous proposer une rencontre avec l'œuvre qu'on joue dans une manière aussi peut-être humoristique, avec des interventions peut-être même cabarétistiques et avec de la musique et avec un bon verre dans votre main. On va faire des brunchs, je pense 6-7 fois par an, le grand brunch dans le foyer du Grand Théâtre. Donc, bref, tout est là-dedans. Vous allez, si vous n'avez pas encore la brochure, je pense qu'elle est là pour vous à la porter à la maison. C'est aussi l'idée de faire cette forme, que ça reste quelque chose qui peut rester sur la table de salon chez vous. Que ce n'est pas la brochure qu'on reçoit, qu'on a lue et qu'on jette, mais que c'est quelque chose de valeur, que le Grand Théâtre, chez vous, vous accompagne avec cette publication. Et quand vous avez vu un spectacle, ou quand vous allez voir une affiche d'un spectacle, que vraiment cette publication, qui est une publication de valeur, vous donne déjà vraiment beaucoup d'informations du background sur les créateurs, sur le spectacle, sur les raisons pourquoi nous avons choisi de faire cette saison. Et je peux aussi vous conseiller vraiment, et ça c'est peut-être le fin de ma présentation, lisez Asli Erdogan, elle va pas que retravailler l'enlèvement Sarrail, elle a écrit un éditorial pour notre saison Oser l'espoir. Et je trouve ça, c'est un texte très très touchant d'une femme qui était emprisonnée, qui s'en sortit, qui n'a jamais lâché l'espoir et le combat pour un meilleur monde. Et je pense que ça c'est aussi emblématique pour Genève, pour ce que cette ville, cette région, peut-être pour certaines raisons ce pays ressemble et peut donner de courage et de l'espoir au monde. Ce qu'on essayera avec le Grand Théâtre, pour vous et j'espère avec vous. Merci beaucoup. Alors, à en juger par les applaudissements, vous voyez que votre communication a su convaincre. Un grand merci parce que vous avez pu livrer ici une vision extrêmement stimulante et puis une programmation tout à fait appétissante. Donc, j'imagine qu'il y a des questions dans la salle. Donc, on fait passer le micro pour qui veut poser sa question. Je ne vois aucune main levée. Oui, je vous passe mon micro. C'est toujours la plus difficile, la première. Après. Voilà. Donc, je savais qu'on disait que les saisons de l'opéra, ça se préparait toujours très longtemps à l'avance, 3 ans à l'avance, 2 ans à l'avance. Et puis là, je vois que vous entrez en fonction le 1er juillet. Donc, comment vous avez fait pour préparer la saison alors que vous n'êtes pas encore en fonction? Est-ce que vous avez été aidé par le précédent directeur? Comment ça se passe pour l'organisation de la saison? Techniquement, vous pensez? Bon, j'étais engagé en printemps 2017 et au moment que vous êtes engagé, vous savez que pour 2019, septembre,
c'est votre programmation qui commence. Donc, vous avez 2 années quand même du temps de parler avec des artistes, de penser une programmation. Donc, j'ai eu quand même deux années. C'était 2 années très, très dures parce que je gérais encore l'Opéra de Flandre en Belgique, donc, où j'ai ma dernière première de 21 juin. Donc, j'ai toujours géré encore le théâtre en Belgique et parallèlement préparé la saison d'ici. Donc, j'ai eu 2 années et c'est pas super confortable, mais on peut arriver à faire quelque chose de sérieux, j'espère. Et c'est assez normal. Ça veut dire un directeur d'une maison d'opéra, parce que l'opéra doit programmer beaucoup à l'avance, parce que les artistes, si je demande aujourd'hui un artiste important, soit du monde de théâtre, soit du monde d'opéra, de la musique, leur calendrier, ils sont pleins pour les prochaines 3 années. Donc il faut avoir ce temps à l'avance pour pouvoir trouver des bons artistes. Mais c'était pas du luxe, mais c'était suffisant. Je vois une autre question. Alors, merci beaucoup pour cette brillante présentation. Vraiment, ça donne envie d'aller découvrir plein de choses. J'ai une question. Vous avez dit au début de votre discours que voilà, donc, l'opéra c'est considéré comme quelque chose d'élitiste, qu'il faut la démocratiser, il faut rendre ça attractif aux jeunes, il faut simplifier, etc. Donc je sais que voilà, donc vous avez dit qu'on va réadapter certains textes parce que ça ne va plus avec les idées d'aujourd'hui. Donc je sais qu'on adapte aussi les opéras pour les enfants, donc il y aura un opéra pour les jeunes. Mais pensez-vous pas qu'en fait, disons, on aime l'opéra pour son aspect élitiste et qu'en fait, pourquoi on démocratise ça? Pourquoi il faut, je ne sais pas, après on va adapter l'opéra parce que 4 heures d'opéra c'est trop long, parce que ça n'est pas intéressant pour les jeunes. Pourquoi démocratiser l'opéra? Dites-moi. Je ne dis pas de démocratiser l'opéra dans le sens de la rendre plus banale. Pas du tout. Donc, et un spectacle comme Saint-François d'Assise, ça a une durée de 4 heures de musique. La même chose pour Einstein on the Beach, c'est pas facile. Mais c'est la question comme vous allez le proposer et quels sont les propos que vous allez faire qui peuvent démocratiser, c'est une chose. L'autre chose, c'est inciter l'intérêt d'un public qui regarde cette forme d'art superflue, élitiste, pour the happy few. Et je vous garantis, ce n'est pas du tout donné que les générations à venir vont penser qu'il faut donner 40 millions de francs suisses de subventions pour que quelques riches ou quelques amateurs élitistes peuvent en profiter de cet argent public pour se réjouir de cette forme d'art. Moi, je dirais plutôt le contraire. On voit beaucoup des orchestres symphoniques qui sont fermés, qui sont écrasés du monde. Il y a des fusions de théâtres parce qu'il n'y a plus assez de public. Donc, si on veut rester de produire ça pour une petite élite, il va avoir que cette élite devrait payer 1000 francs par billet, par soirée, pour pouvoir se permettre de la maintenir. Donc, démocratiser, c'est certainement, je pense, c'est déjà démocratisé d'une manière parce qu'il y a des billets bon marché pour venir à l'opéra. On a trouvé aussi un sponsor pour cette saison qui nous finance que chaque soirée, on aura 100 billets à 17 francs pour tout le monde. Au Grand Théâtre, c'est ce que j'appelle le billet à prix de cinéma. Donc vous pouvez aller à l'opéra pour le prix de cinéma. Évidemment, ce ne sont pas les meilleures places, mais il y a 100 places chaque soirée, complètement à un prix que personne ne peut dire « je ne peux pas me permettre d'y venir ». Et quelquefois, ce n'est pas la question de pouvoir se permettre, c'est la question de vouloir se permettre. Mais je pense, j'ai dit aussi quand je suis arrivé en Flandre, où l'existence de cette maison d'opéra était souvent questionnée parce que c'est trop cher, il y a des nouvelles formes qui ont besoin de cet argent, pourquoi donner 30 millions d'euros à cette institution? Donc j'ai dit mon but serait que tout le monde en Flandre
même ceux qui visitent pas l'opéra, qui viennent pas, soient fiers et trouvent important qu'elle est là, même s'ils ne font pas partie de la famille des gens qui la visitent. Et je pense, après 10 ans, qu'on a fini d'être premier comme meilleure maison lyrique du monde avec les Opera Awards à Londres, que vraiment une très grande partie, dans ce petit pays, la Belgique, dans la Flandre, qui est encore plus petite, une minorité de langues, pays pas trop riche, même pas si pauvre, mais quand même, qui est devenue tout d'un coup la maison d'opéra la plus importante, première du monde. Là, beaucoup de gens sont vraiment fiers. Et si vous arrivez à ça, c'est une institution culturelle qui dépend de la volonté politique, qui a une base solide dans une large partie de la population. Et ça, c'est important. Ce n'est pas important de la démocratiser, de la banaliser, de la rendre facile. Au contraire, il faut provoquer les gens, il faut les inciter à la réflexion, il faut vouloir se préparer pour voir certaines œuvres. Et on va donner la possibilité aux gens de rencontrer ces œuvres. Mais je pense, si ça reste quelque chose d'élitiste, ça va disparaître. Voilà peut-être une dernière question. J'entends mal. Attends, on va vous donner le micro. Merci beaucoup. La Scala de Milan, la grande Scala de Milan, a été vendue à un chèque de Saudi Arabia. Et heureusement, il y a eu un sursaut et l'Italie a remboursé le chèque pour que la Scala reste italienne. Vous voyez ce que peut signifier une maison d'opéra pour un pays, pour tout un pays. Et ça dénote aussi votre esprit, ce que vous venez d'exposer ici, à mon sens. Oui, mais il faut... C'est bien que l'Italie a fait cet effort et qu'il y a assez d'apport à la Scala, qui aujourd'hui quand même est une maison d'opéra qui a quelquefois à peine de trouver son public. Et pour vous donner un autre exemple, la Metropolitan Opera de New York, la seule maison lyrique d'une ville avec 5-6 millions d'habitants, peut-être plus, 7 millions d'habitants, New York, il y a une seule maison d'opéra, le Metropolitan Opera. L'autre maison qui existait, le New York City Opera, fermée, disparue. Il y a la Metropolitan Opera qui a décidé, à partir de la saison prochaine, il veut presque que jouer pendant le week-end, parce que pendant les jours de la semaine, ils n'ont pas assez de public pour remplir leur salle, et c'est trop cher, ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a une maison qui est apparemment quand même tellement prestigieuse comme le Metropolitan Opera, point de référence pour beaucoup de gens, qui comme seule maison d'opéra, dans une ville de 7 millions d'habitants, ne peut plus jouer, ou doit diminuer drastiquement les soirées d'opéra qu'il donne. Ça vous dit qu'on ne peut pas se reposer à penser « Ah, c'est bien et c'est pour ceux qui aiment ». Si ça reste comme ça, et la Metropolitan Opera devrait faire beaucoup de homework pour repenser leur situation, parce que le monde a changé. Et c'est bien pour la Scala que l'Italie a accepté l'embrasser, ça vient avec un devoir de trouver ce public, de trouver ces générations des jeunes, du public de futur, d'une démographie tellement différente dans notre ville. La Genève d'aujourd'hui, ce n'est pas la Genève de 1980. Et la Zurich, ce n'est pas la même, et l'Anvers, ce n'est pas la même, et Paris, ce n'est pas le même. Et il faut trouver un chemin. Et voilà, parce que j'aime l'opéra, c'est très important pour moi de faire ce travail. Merci beaucoup. En
encore un grand merci à Vielcan. Alors au nom de l'Institut, comme de coutume, je vous offre la carte de membre.